Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Retour cet après-midi sur les auditions de la Commission des lois sur le mariage pour tous. Mardi, les sénateurs ont entendu les représentants de l'Association des maires de France, mais également de l'Association des départements de France. Donc sans plus tarder, ces auditions. Mes chers collègues, bonjour. Nous entamons notre troisième semaine d'audition sur ce texte sur le mariage pour tous. Vous voyez que le Sénat a décidé, et d'ailleurs cela a été remarqué, de passer beaucoup de temps à auditionner les hautes personnalités qui nous font l'honneur de venir nous rencontrer, et avec le temps nécessaire. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, ici il y a le temps. C'est très important sur des sujets de grande importance. Donc, nous allons entendre de hautes personnalités cet après-midi. Bien sûr, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, dont je vais parler dans un instant, puis Monsieur Guelj, qui représentera l'Association des départements de France. Et à 16h30, nous recevrons les deux ministres concernés par ce texte, Madame Christiane Taubira et Madame Dominique Bertinotti. Je suis très heureux d'accueillir Jacques Pélissard, qui est venu accompagné de Madame Geneviève Serre et de Monsieur Touzé. J'ai oublié son prénom. Alexandre Touzé. Je suis très heureux d'accueillir Monsieur le Président de l'Association des maires de France, parce que bien qu'il soit député, et ne prenez pas cette proposition circonstancielle de concession de manière négative, il n'ignore pas que la Constitution a prévu que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. J'ajoute aussitôt que nous n'avons jamais eu, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais eu de vision restrictive de cela, et je pense que l'Assemblée nationale a évidemment toute légitimité pour traiter des collectivités territoriales de la République, elle aussi. Mais je veux dire à Monsieur le Président de l'AMF, et je pense, avec votre accord certainement, mes chers collègues, sinon vous aurez la possibilité de protester, mais que Monsieur Pélissard est chez lui ici, que nous sommes heureux de l'accueillir, parce que le président d'une association qui compte 36 700 maires est pour nous un personnage très important. Je voulais ajouter, Monsieur Pélissard, que nous avons eu l'honneur de travailler à certaines propositions de loi qui ont été adoptées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, signe que l'on peut œuvrer sur des sujets concernant les collectivités locales qui rassemblent, et que, encore récemment, le Sénat, parce qu'on parle parfois, je parle devant tous mes collègues, on parle parfois de textes qui ne trouvent pas de majorité au Sénat. Bien, ça tient à la configuration du Sénat, aux enjeux politiques. Mais on oublie parfois de dire que certains textes sont votés et bien votés par le Sénat. Ainsi, une loi sur les conditions d'exercice des mandats locaux, une proposition de loi qui a été écrite par notre collègue Jacqueline Gouraud, vice-présidente de l'Association des maires de France, par votre serviteur, une autre sur une autorité relative aux normes, ont été votées à l'unanimité. Ainsi, je profite de votre présence, bien que ça n'ait rien à voir avec le sujet qui nous réunit cet après-midi, pour vous dire que nous serions bien sûr attachés, je pense aussi l'Association des maires de France, à ce que ces propositions de loi suivent leur cours parlementaire, enrichies de tout ce que pourra apporter l'Assemblée nationale et de ce que pourra apporter en particulier l'AMF. Bien. Alors maintenant, nous sommes réunis pour parler du mariage pour tous, et je vais vous proposer, cher Président et chers collègues, de nous faire un exposé introductif, si vous le voulez bien, à la suite de quoi je donnerai la parole à nos deux brillants rapporteurs. Parce que nous avons deux rapporteurs qui, sur ce texte, je dois le dire, se donnent beaucoup de mal. Monsieur Jean-Pierre Michel, pour la Commission des lois,
et Madame Michèle Meunier pour la commission des affaires sociales. Donc je leur donnerai la parole après Monsieur le Président, et puis ensuite, mes chers collègues, vous pourrez vous exprimer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur, Madame le rapporteur, chers collègues parlementaires, Messieurs les sénateurs. Je tiens effectivement à vous remercier tout d'abord de façon liminaire pour votre accueil. C'est vrai que nous avons eu donc du travail en commun, des textes en commun. Il y a une loi qui a nos deux noms accolés, c'est une proposition de loi sur les CDCI, qui a été votée effectivement à une période où la majorité était différente au Sénat et à l'Assemblée, ce qui montre que c'était un texte qui rencontrait donc une vraie volonté de parvenir à son aboutissement. Vous dire que pour la loi, donc la proposition de loi déposée par vous-même, Monsieur le Président, et par Madame Gourault, sur les normes d'une part et sur le statut de l'élu, j'en connais le texte et pour ma part, m'efforcerai effectivement, ça a été soumis au bureau de l'Association des maires de France, à permettre un cheminement efficace donc devant l'Assemblée nationale. Vous dire que je suis très heureux d'être auditionné par votre commission sur la question du mariage pour tous, avec une observation liminaire encore que je tiens à faire. L'Association des maires de France que je préside est une association, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui regroupe tous les maires de France, avec leur sensibilité. Donc, je l'avais dit aussi devant le Président de la République, Monsieur François Hollande, qui était venu à notre congrès des maires en novembre 2012, l'AMF ne prend pas position sur le fond du texte. Chaque maire, chaque député maire, c'est encore possible, chaque sénateur maire va appliquer la loi comme il l'entend, mais je l'avais dit, nous marions au nom de la loi. Souvenez-vous la formule officielle, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage, donc marions au nom de la loi, les maires respecteront la loi. Et ce que j'ai dit à Mme Taubira quand elle m'a reçu, ce que j'ai dit également en commission des lois de l'Assemblée, c'est que par contre le rôle de l'AMF, c'est de permettre que soient respectées deux choses, la loi d'une part, mais aussi la conscience des maires. Et sur ce registre, j'avais déposé et présenté 3 amendements devant la commission des lois et devant l'Assemblée sur les 3 thèmes suivants. Le premier est simple. D'ailleurs, c'est, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, le seul amendement quasiment qui a été avalisé, c'est l'amendement sur le lieu de mariage. L'élargissement du lieu de mariage, ça avait été déjà voté. On était dans une situation où on permettait une sortie de l'hypocrisie. On doit en principe se marier à son lieu de résidence, mais on sait tous, on peut voir des mariages se réaliser au lieu de domicile des parents, de l'un des parents, donc on peut être nombreux s'ils sont séparés. Bref, aujourd'hui, l'amendement accepté et voté là aussi, Monsieur le Président, à l'unanimité par l'Assemblée nationale, permet d'élargir le périmètre. C'est bien sûr le lieu où l'on habite, mais aussi cela peut être le lieu où habite l'un des parents du couple, et ça vaut bien sûr pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Donc sur ce point, je n'y reviens pas, simplement une prière, c'est que le Sénat donc maintienne cet amendement voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, avec simplement l'ajout du rapporteur, disant que c'est bien sûr à la demande des époux, à la demande des futurs mariés, que le choix de telle ou telle commune se fait. Premier amendement. Deuxième, et plus important, il n'a pas été voté, il a été englobé dans une enveloppe, dans une liasse de tous les amendements hostiles au mariage avec le principe de la clause de conscience. Très franchement, moi je n'ai jamais utilisé le mot clause de conscience. Chacun a sa conscience, mais le mot clause, le mot liberté devant le président de la République, je ne l'avais pas utilisé. Lui, d'ailleurs, l'avait utilisé avant de se rétracter. Mais notre position est claire. Il faut respecter la loi, je l'ai dit, mais respecter la conscience des maires. Et pour ce faire, il faut mieux organiser le principe des délégations. Aujourd'hui, vous connaissez le droit positif. Les délégations, c'est la possibilité de déléguer un conseil municipal. Les adjoints sont eux-mêmes officiers d'état civil. Possibilité de déléguer à un conseil municipal lorsque le maire est absent ou empêché. Et on assiste là encore à des situations totalement hypocrites où, ça m'est arrivé aussi, mais avec une nuance que j'exprimerai, pour déléguer à un conseil municipal qui veut marier son fils ou sa fille, le maire ne peut pas être présent si même ce sont des amis qui se marient. Moi, quand j'espère respecter la loi, quand je délègue à un conseiller ou une conseillère la possibilité de marier son enfant, je suis absent, parce qu'on ne peut pas être délégataire et présent.
Donc il faut, à mon sens, préciser les choses, ouvrir, avoir une approche non hypocrite dans la loi, disons le maire peut déléguer sous son contrôle à tel ou tel conseil municipal pour une opération spécifique du mariage de tel ou tel. Ça, c'est une vraie délégation. Parce que, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, on est aujourd'hui dans l'hypocrisie la plus complète. Aujourd'hui, dans des grandes villes, par exemple, il y a des délégations permanentes à des conseils municipaux pour marier à tour de rôle, avec des dates précises, tel et tel samedi, premier samedi, ça troisième samedi, alors qu'en fait, c'est pas possible. La délégation est forcément spécifique. Il ne peut pas y avoir une délégation générale à un conseil municipal, avec un maire absent ou empêché, qui peut un jour, peut-être, dans tel ou tel contexte, être l'objet d'une contestation judiciaire. Donc je crois qu'il faut dire des choses simplement, correspondant à la vérité, le maire peut déléguer un conseil municipal pour le soin de procéder à tel et tel mariage. Point. Évacuons la notion de malade ou empêché, où on tombe forcément dans le mensonge ou l'hypocrisie. Deuxième amendement que j'ai présenté. Puis troisième amendement, je dis, il me paraît nécessaire. Pourquoi? Deux principes, respect de la loi et respect de la conscience des élus. Si un maire ne veut pas marier, s'il délègue en cascade, si je puis dire, à tous les élus de son conseil municipal, dans un petit conseil municipal de 9 ou 11 membres, ça peut se produire. Et que tout le monde refuse. Il faut que force reste à la loi. Il y a un sondage récent qui est sorti, il faut apparaître que 29% des maires étaient très défavorables à la loi et que 23% étaient défavorables. Donc, ça fait 52. Donc on risque d'avoir des situations où tout le monde déclinera la possibilité de marier. Et à ce moment-là, il me paraît normal, c'est dans notre droit positif, là encore, que le procureur de la République puisse donner instruction de marier. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Quand on a un souci, par exemple, sur la possibilité de marier un ou une Française, par exemple, avec un étranger en situation irrégulière, on sollicite l'avis du procureur de la République. Le procureur nous donne instruction et on se conforme à ces instructions. Ça me paraîtrait normal, parce qu'il peut y avoir des cas de figure, non pas uniquement pour des mariages homosexuels, mais aussi, par exemple, pour un vieux monsieur qui épouse une jeune femme, peu importe. Il y a des cas de figure où l'instruction peut émaner du procureur de la République. Voilà les trois amendements que j'avais présentés. L'un a été satisfait. Le deuxième, très franchement, ne me paraît pas poser de problème particulier. C'est simplement l'ouverture de la délégation. Pour tous les mariages, bien sûr, dans toutes les villes, dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. Puis le troisième, c'est de prévoir un taquet, si je puis dire, pour que la loi soit effectivement respectée et qu'il y ait instruction donnée. Si pas impossible, dans tous les conseils municipaux, il y avait donc désistement en cascade par rapport à la délégation donnée par le maire. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, ce que je tenais à exprimer de façon liminaire face à ce texte où les maires sont respectueux de la loi, mais je l'ai dit, il faut que la loi permette aussi le respect de leur conscience. Merci, Monsieur le Président. Je pense que s'agissant de votre second amendement, il s'agit en effet de faire que le droit corresponde à ce qui est pratiqué dans un grand nombre de mairies. C'est la réalité. Bien, alors je donne tout de suite la parole à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur pour la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pélissard, de votre... moi, je dois dire que ce que vous venez de dire me convient assez bien. On avait entendu, comme ça, d'autres choses qui ne pouvaient pas être acceptées. Par exemple, qu'on aurait inscrit dans la loi une clause de conscience des maires. Bon, il y a une clause de conscience des médecins en ce qui concerne l'avortement, par exemple. Bon, les médecins, c'est la profession libérale. Bon, les maires sont officiers d'état civil. Comme vous l'avez dit fort bien, Monsieur le Président, ils doivent appliquer la loi, point final. Bon. Donc, dès l'instant où, je dirais, il n'y a pas de sous-entendu, et je ne pense pas qu'il y en ait, votre premier amendement, on l'a déjà vu, puisqu'on a déjà fait une réunion un peu de coordination avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Bon, cet amendement, il sera maintenu, bien entendu. Quant aux deux suivants,
Bon, sous réserve que tout ça soit accepté, etc., moi, il ne me pose pas de gros problèmes. Bon, dire que, repréciser dans un texte qu'à l'occasion de tous les mariages, les délégations doivent être données à chaque fois. D'ailleurs, dans les grandes villes, il y a des délégations générales, je le sais. Dans nos communes moyennes, la mienne avant ou quoi, non. Chaque fois, la secrétaire de l'état civil téléphone, monsieur le maire, il y a tel mariage, est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Bon, alors je peux ou je ne suis pas là. Très bien, on va saisir le premier adjoint. Il n'est pas là, voilà. Et après, on donne une délégation chaque fois, bien entendu. Bon, qu'on précise ça dans la loi, précise ça dans la loi. Voilà, ça, voilà. Et puis ensuite, on verra le texte que vous avez, qu'on dise que lorsqu'il y a une difficulté, il y a une instruction du procureur de la République. Elle existe déjà, cette instruction, puisque aujourd'hui, on peut saisir le procureur de la République lorsqu'on a un doute, si je me souviens bien, notamment pour des mariages avec des étrangers, sans papier, enfin bon, peu importe, des difficultés comme ça. Et quand le procureur il donne pas son avis, il donne une instruction. Vous mariez ou vous ne pouvez pas marier. Voilà. Donc, sous réserve d'un examen plus approfondi de la rédaction de vos amendements, sur le fond, moi, ça ne me pose pas de gros problèmes. Voilà. Et je dirais, alors ça, puisqu'on peut parler politique aussi, que sur un plan politique, le gouvernement a déposé ce texte, il faisait partie des propositions du président de la République. Si l'on doit, par un certain nombre d'amendements, je dirais, non pas satisfaire, mais rassurer un certain nombre de collègues maires, ça me semble tout à fait bien. Monsieur Michel, Madame Michèle Meunier, rapporteure pour la Commission des Affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, une fois n'est pas coutume, moi je n'ai pas forcément de questions à poser au Président Pélissard, puisque vous êtes venu présenter les amendements que vous avez défendus à l'Assemblée nationale. Donc de ma place, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires sociales, je n'ai pas forcément l'espace pour ni questionner, ni commenter, si ce n'est vous donner peut-être un témoignage, puisque j'étais pendant 22 ans adjointe au maire de Nantes, et que je me souviens très bien être de permanence, comme tous mes collègues, et peut-être même parfois demandant du renfort quand on avait plus de 15 mariages à assurer le matin ou l'après-midi. Donc voilà, pour donner un peu d'humanité à tout ça. Voilà, mais ça se passait comme vous l'avez dit. D'ailleurs que j'ai fait aussi beaucoup de mariages dans ma vie et en tant que maire, et je trouve que c'est toujours un moment tout à fait satisfaisant pour les élus. Car quand les gens viennent pour se marier à la mairie, ils sont contents en arrivant et ils sont également contents en repartant. Tandis que dans les autres circonstances, il arrive qu'ils viennent mécontents et qu'ils ressortent contents. Il arrive qu'ils viennent contents et qu'ils ressortent mécontents. Il arrive, le pire, c'est qu'ils arrivent mécontents et qu'ils ressortent également mécontents, car on n'a pas pu répondre à leur attente. Tandis que les mariages, c'est un moment privilégié dans la vie des élus. Non, ça va, Madame Bonnefoy. Alors, Monsieur le Président, pour répondre au rapporteur. Oui. Pour répondre au rapporteur, après je donnerai la parole aux autres collègues. Monsieur le rapporteur était en phase, si je puis dire, avec les amendements que j'ai déposés, que j'allais déposer à l'Assemblée, qui vont être donc soumis à votre commission des lois, ensuite bien sûr au Sénat. Bon, je n'ai pas d'objection particulière. Son analyse correspond tout à fait à la mienne. Par contre, sur Nantes, moi j'ai effectivement eu un autre témoignage d'une autre élue de Nantes qui m'avait effectivement dit, à l'Assemblée nationale, qui m'avait dit effectivement qu'à Nantes, il y avait une permanence, mais on est, je l'ai dit d'ailleurs très gentiment, dans l'intimité de la commission des lois, on est dans l'illégalité totale. On n'est pas dans l'intimité. Oh. Oui. Oh. Ça fait rien, dans l'intimité de tous nos auditeurs. Bon, mais c'est pas grave. Donc il faut sortir de l'illégalité. Non, mais il y a une pratique qui est de bon sens, parce que c'est évident que le maire ne peut pas faire tous les mariages, ni même souvent les adjoints d'ailleurs, dans des grandes villes où il y a énormément de mariages. Et par conséquent, on se répartit la tâche avec les collègues et adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc c'est la pratique et ça se passe bien. Donc votre idée de faire que le droit rejoigne une pratique qui est acceptée par tout le monde me paraît de bon sens. Et je pense qu'il ne manquera pas de sénateurs et sénatrices de différentes tendances pour présenter ces amendements.
D'ailleurs, beaucoup de sénateurs sont encore membres de l'Association des maires de France. Bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à nos collègues. Alors, S'il la demande. oui, oui, qui veut la parole? Alors, oui, mais il ne m'a pas donné ma feuille. Alors, d'abord, Madame Kukierman. Ensuite, j'ai Monsieur Le. Oui, ben, je connais. J'aurais d'ailleurs, ce serait pas bien que je ne vous connaisse point, pour beaucoup de raisons. Alors, après, qui veut encore parler? Madame Benbassa n'a pas d'idée? Monsieur le doyen Gélard n'a pas de remarques à nous faire? Monsieur Darniche non plus? Ah, mais ça va peut-être venir, Monsieur Retailleau. Bon, alors Madame Kukierman, vous avez la parole. Oui, quelques remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Bon, moi, j'entends et je crois que c'est important effectivement que finalement les maires, adjoints et conseillers municipaux qui auront appliqué la loi que je l'espère nous voterons, s'y retrouvent et puissent la faire vivre, j'ai envie de dire, de la façon la plus simple possible. Moi, sur les propositions que vous faites, Monsieur Pélissard, la dernière me pose question sur l'instruction par le procureur de la République. Parce que autant j'entends, alors même si les deux premiers amendements ne sont pas liés à la question du mariage pour les personnes du même sexe, mais pour faciliter les mariages de quelque nature qu'ils soient, ils viennent quand même dans le cadre de ce débat-là, donc ils ne sont pas, je crois, complètement innocents. Une fois que tout le monde s'est décliné au sein d'un conseil municipal, je crois qu'il faut rappeler au maire son obligation et s'il n'y a pas de suspicion sur la légitimité, on va dire, du mariage, voilà, le maire n'a pas pu donner délégation, il lui revient donc à lui de le faire parce que moi j'entends qu'il faut respecter la conscience de chacun, les choix finalement de chacun, y compris des maires. Mais être maire, c'est aussi prendre des responsabilités, être tenu à des obligations, que cela nous plaise ou non. Et je le dis très, très sereinement, mais je trouve que l'on fait aujourd'hui beaucoup attention et on prend avec beaucoup de précaution ce débat auprès de nos collègues maires, c'est très bien. Je regrette que l'on n'ait pas pris avec autant de précaution l'état d'esprit de nos collègues maires quant à devoir appliquer le service minimum en cas de grève dans l'éducation nationale. Et où, effectivement, un certain nombre de nos collègues maires, et il y avait eu d'ailleurs un congrès des maires assez tumultueux au moment de ce texte-là, c'est pour ça que je fais la comparaison, voilà, on refusait et ne se retrouvait pas dans ce qui leur était demandé. Mais le font, ou alors ne le font pas, mais j'ai envie de... ça c'est après la bataille politique. Il n'y a pas d'aménagement de la loi pour permettre à ceux qui voudraient de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Donc, je prends volontairement un exemple sur un autre champ que celui du domaine de la vie privée, mais parce que je crois qu'il est important de finalement de mettre en avant la difficulté, je crois, quand nous sommes élus, et finalement, quel que soit le mandat que l'on a, mais peut-être encore plus quand on est maire, d'avoir effectivement des obligations à faire et des choses à mettre en œuvre, même si on ne les partage pas, et je crois que ça, c'est dans le quotidien. Donc moi, voilà, bon, effectivement, il faudrait peut-être qu'on puisse mieux les travailler et voir, mais autant je vois l'état d'esprit de celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale, du deuxième que vous avez présenté, autant soit j'ai pas bien compris, mais j'ai quand même un doute sur la pertinence de la troisième proposition que vous nous avez faite ici. Mais bon, le débat continuera et on l'aura jusque dans l'hémicycle, on en a jusqu'au mois d'avril. Donc on a le temps de trouver les positionnements. Bien, Monsieur Leleu. Merci Madame Kukierman. Monsieur Leleu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AMF, je partage totalement les deux premiers amendements et je voudrais revenir sur l'aspect délicat de la troisième, c'est-à-dire de la notion de conscience. Qu'est-ce qui est du ressort de la conscience?
sûrement pas une divergence d'opinion politique. Je ne compare pas le non-respect illégal d'une loi par des maires, de ne pas appliquer, par exemple, soit le service minimum, soit les rythmes futurs, les rythmes scolaires, comme étant une clause de conscience. Là, sommes-nous dans ce débat-là, dans un domaine qui touche la conscience ou non? C'est ça la vraie question. Est-il légitime de demander au maire, enfin de permettre au maire d'évoquer une liberté de conscience? Pour ma part, oui, largement. Mais effectivement, quand j'évoque cela, cela suscite des réactions diverses. De nombreux élus disent non, il n'y a pas du tout de problème de conscience, il y a la loi à respecter et, au fond, un maire se doit de respecter la loi. Il ne peut pas s'en mettre à l'écart. Est-il donc ce projet de loi du ressort de la conscience? Pour ma part, je pense oui, mais je crois ne pas être le seul à le penser. Et je me réfère, Monsieur le Président, aux propos de Monsieur le Président de la République, devant le Congrès des maires et devant vous, suite à votre intervention. Dans son allocution, à 2 reprises, dans le même texte, il a évoqué la liberté de conscience, dans ce sujet. À 2 reprises, dans le même discours. Et il a dit « Et il y a de toute façon la liberté de conscience », ce qui lui a valu quand même quelques applaudissements dans la salle. Il a dit « Et puis, il y a des délégations ». Il a rajouté « Ces délégations sont extensibles ». Ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je voudrais quand même revenir sur votre proposition, qui est un pas vers la reconnaissance de la liberté de conscience, que je souhaite voir inscrite dans la loi. Mais je me dis que, au fond, la mission des maires, la mission institutionnelle des maires depuis la Révolution, depuis la post-révolution, c'est d'avoir un acte d'État. C'est un acte d'État civil. Quand il marie, quand il recueille les naissances et quand il enregistre les décès, le maire est agent de l'État. Il a une délégation première de l'État pour exercer cette mission. D'ailleurs, il n'y a pas que les maires qui ont cette délégation, car à l'étranger, ce sont les ambassadeurs. Donc ce ne sont pas des maires, ce ne sont pas des élus, ce sont des représentants de l'État qui marient à l'étranger dans les ambassades. Et donc je voudrais suggérer que, au cas où, comme vous les appelez, les délégations en cascade, c'est rarissime, mais n'arrivent pas au bout. Et j'ai des exemples précis dans mon département où des petits villages de 9 conseillers municipaux ont délibéré à l'unanimité pour refuser, le cas échéant, de marier et pour demander la clause de conscience. Au cas où cela se passe, je m'interroge sur la capacité que la loi aurait de rendre temporairement, et pour ces cas-là, leur mission à l'État, directement, et demander à l'administration de l'État, à monsieur le sous-préfet ou à monsieur le préfet, d'organiser à ce moment-là le mariage dans ces lieux de l'État. Alors cela suppose une reconnaissance de la conscience. Mais une fois encore, comme il me semble que le président de la République l'avait reconnu, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre en compte cette proposition. Merci, Monsieur Leleu. Je pense que ce sont donc des questions importantes qui viennent d'être posées par Madame Cukierman et Monsieur Leleu. Et peut-être, mes chers collègues, voudriez-vous ajouter quelque chose pour que Monsieur le Président puisse répondre à l'ensemble. J'ai comme inscrit Monsieur Michel, Madame Cukierman, Madame Bonnefoy, non. Personne d'autre parmi nos collègues? Non. Madame Goulet, non. Madame Goulet est arrivée en retard, alors Madame Goulet ne va pas se faire remarquer, Monsieur le Président. Oui, ben c'est fait. Je vous félicite. C'est fait, tu as participé. Voilà. Alors, je donne la parole à Monsieur Michel. Non, je voudrais juste donner un certain nombre de précisions à nos collègues, notamment à notre collègue sénateur maire d'Arras, si je ne me trompe. Grasse, pardon. De Grasse. Bon, moi je comprends cette question, mais le troisième amendement de l'association des maires, il répond partiellement, j'allais dire.
partiellement. Par contre, dire dans la loi que dans le cas où les délégations en cascade ne permettraient pas le mariage, que ce serait le sous-préfet, par exemple, ou un fonctionnaire qui voudrait marier, je trouve que c'est dévaloriser la fonction de maire et ça ne me semble pas être une bonne chose. Je dois dire d'ailleurs que, en droit international comparé, vous le verrez, pratiquement, la clause de conscience pour les maires n'est pas admise. Voilà. En Espagne, alors en Espagne, on parle toujours de l'Espagne. En Espagne, le mariage religieux vaut toujours mariage civil. Bon. Mais même en Espagne, le tribunal suprême a dit une phrase qui est très forte, qui a un devoir inconditionnel d'obéissance aux droits de la part des maires. Bon. Dans les pays protestants, où il y a une religion d'État, en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de mariage homosexuel, en Suède, au Danemark, bon, les ministres du culte, alors ils peuvent faire un mariage civil, en général c'est ce qui se passe, ces églises protestantes reconnaissent le mariage homosexuel, mais lorsque un pasteur refuse, eh bien, on en présente un autre. Voilà, bon. Mais le pasteur, c'est quand même pas un maire. C'est quand même un membre d'une église. C'est un tout petit peu différent. Voilà. En Belgique, en Belgique, il n'y a pas de clause de conscience, par exemple. Donc, c'est une question qui a été dans la tête de tous les États ou tous les pays où le mariage a été ouvert aux couples de même sexe et qui a été résolue par la négative en ce qui concerne le mariage purement civil et par des voies un peu comme ça obliques lorsque le mariage religieux peut tenir lieu du mariage civil. Donc moi je suis assez sensible, Monsieur le Président, à vos amendements qui me paraissent être une espèce de ligne comme ça médiane. Je sais qu'ils ne vont pas aussi loin que certains le souhaiteraient, qu'ils vont plus loin que d'autres le souhaiteraient, peut-être, j'en sais rien, mais a priori comme ça, il me semble devoir être admis. Mais bon, on verra. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Cukierman. Non, mais simplement pour préciser sur ce qui a été dit après, sur la question de la conscience, moi je crois que la conscience, c'est le propre de chacun, effectivement, et que autant, même si je ne partage pas cet argument, mais j'entends effectivement que des individus peuvent avoir leur conscience qui soit heurtée, touchée, on peut utiliser tous les termes qu'on veut pour le qualifier, par cette union. Mais laissez-moi le droit aussi de rapporter que sur d'autres cas, les consciences peuvent être touchées. Et oui, je le dis, de la même façon, même si ce n'est pas mon cas, mais je l'entends, que ça peut heurter sur une forme d'union. Le fait d'être une atteinte au droit de grève, ça peut aussi être heurté, tout comme un certain nombre d'autres déroulés. Donc ça, c'est, je crois, le cas de la personne, et je crois que la conscience est attachée à la personne, et donc on peut prendre tous les exemples. Et donc, moi, je pense que quand on devient élu, quand on devient maire, bien évidemment, on reste des êtres humains, mais ce n'est plus la personne, mais la fonction que l'on exerce au nom d'eux. Et je pense que l'on a aussi, à partir de ce moment-là, des obligations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être, mais en tout cas, donc soit on entre en résistance, effectivement, et moi j'ai envie de, je l'ai dit à certains, si certains refusent de pratiquer cette union, ce mariage, qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils aillent jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de leur opposition, et on verra. Comme d'autres l'ont fait sur d'autres choses pour lesquelles ils étaient eux-mêmes en contradiction, je crois, voilà. Mais je trouve ça surprenant que la loi puisse prévoir une évolution tout en anticipant déjà toutes les dérogations et les exceptions. Alors, je sais bien que dans la langue française, les exceptions confirment toujours la règle, mais là, je trouve qu'en matière législative, ce serait quand même surprenant. Donc voilà, je voulais simplement préciser mon propos et je laisse les mêmes questions que j'avais posées dans ma première intervention, bien évidemment. Oui, je voulais ajouter un mot en tant que président de la commission des lois. C'est que nous sommes tous attachés à la loi.
finalement, la loi est notre charte commune, notre règle commune, ce qui fonde dans une république le vivre ensemble. Et il m'apparaît vraiment que nous devons distinguer nos opinions, convictions, les opinions, convictions personnelles que chacun a le droit d'avoir, et le fait que nous sommes tenus d'appliquer la loi. Demain, j'aurai l'honneur de présenter un rapport sur une loi organique pour mettre en œuvre un article 11 de la Constitution contre lequel j'ai voté. Mais je considère que la Constitution qui a été votée, même si je ne l'ai pas votée, elle s'applique et qu'elle doit s'appliquer. Et je considère que toute loi, nous mettons tous les jours en œuvre, nous respectons des lois contre lesquelles nous avons pu voter ou des lois avec lesquelles nous avons marqué un désaccord. Mais c'est ce que j'appellerais le pacte républicain. Si bien que, même si j'ai bien entendu, j'étais présent, ce que le président de la République a dit lors de la réunion de l'Association des maires de France, en réponse d'ailleurs à M. Pélissard, j'ai aussi entendu ce qu'il a dit par la suite. Il me semble qu'on doit respecter cette idée de la loi. Alors, il est tout à fait clair que les amendements que vous présentez, moi, j'y suis tout à fait favorable. Ils permettent de faire entrer dans les faits le droit tel qu'il est appliqué. Et d'autre part, il permet, en dernière instance, au procureur de la République de veiller à ce que la loi s'applique. C'est-à-dire qu'on a le droit, vraiment, de combattre une loi, un projet de loi, une proposition de loi au Parlement, nous le faisons tous finalement, si c'est contraire à notre conviction. Une fois que la loi est votée, eh bien, nous devons la mettre en œuvre, même si nous avons marqué tous les désaccords possibles avec cette loi. Je crois que c'est le pacte républicain. Bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mais vous avez tout dit. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse conjuguer cette possibilité de délégation ouverte avec, après, à la fin, une obligation de voir le mariage réalisé dans une mairie, par un élu qui aurait reçu, comme c'est le cas aujourd'hui dans d'autres cas de figure, instruction du procureur. Ça n'a pas de côté donc choquant, à mon sens, de voir le procureur. C'est son rôle. Il assume déjà veiller à l'application de la loi, et c'est la mission que lui confère précisément la loi. Donc, moi, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord et je vous remercie de votre écoute et de votre compréhension avec les positions émises par Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, par vous-même en tant que président de la Commission des lois. Donc, je n'ai pas à ajouter. Un mot, mais c'est différent avec le SMA, Mme Kuckerman. Madame Kuckerman. Pour le SMA, c'était un peu différent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, donc, juste après le vote de la loi, qui était un petit peu, à mon sens, précipité, une vague de déférés par les tribunaux administratifs, devant les tribunaux administratifs par les préfets. Après, moi j'avais, dans le cadre de mon office de président de l'Association des maires, vu le président de la République. On a vu aussi donc, des choses auxquelles il fallait remédier. Et on a pu ensuite avoir dans la jurisprudence, si je puis dire, de l'État, une distinction entre ce qui était volonté de ne pas appliquer la loi ou ce qui était impossibilité d'appliquer. Et ensuite, les choses sont entrées dans l'ordre. Il n'y a plus de turbulence, si je puis dire. Là, c'était une situation un peu différente en l'espèce, puisque, de toute façon, la loi doit être appliquée. C'est pas, on peut l'appliquer, on ne peut pas, elle doit être appliquée. Il faut qu'un gardien, si je puis dire, veille à son application, et c'est dans ses fonctions, dans sa nature de ses responsabilités au procureur, puisqu'on agit au nom de l'État. L'État représenté par le procureur nous donne l'injonction, ça me paraît naturel et normal. Un mot encore, Monsieur le Président, sur deux choses. D'abord, pour vous remercier le Sénat, qui a déjà toiletté, si je puis dire, l'article 220 donc, du Code civil, qui était cet article, d'ailleurs pas très bien rédigé, donc sur les emprunts dont les époux sont cautions, ça, qu'on porte à la connaissance des époux, ça me paraît normal. Par contre, qu'on le lise le jour d'une célébration festive de mariage, effectivement, c'était une erreur. Le Sénat l'a corrigé. Merci. Puis deuxième chose, simplement attirer l'attention du Sénat sur un aspect purement matériel, c'est qu'il va falloir que dans toutes les mairies de France équipées, on modifie les logiciels. Donc les fabricants, les acteurs,
producteurs de logiciels doivent s'adapter. Donc, entre la date de promulgation de la loi et puis la date d'application, il faut peut-être prévoir un délai d'un mois, par exemple, pour permettre aux producteurs de logiciels d'être en phase avec la livraison qu'ils nous devront. Merci. Oui, monsieur le rapporteur. Non, juste un tout petit mot pour rappeler à tous nos collègues que le procureur de la République est chargé de contrôler l'état civil et pas le préfet, hein, puisque tous les ans, nous envoyons au procureur de la République nos registres, enfin, le double de nos registres, signés de naissance, de décès et de mariage. Voilà. Et c'est lui qui doit, même il devrait le contrôler plus fréquemment. Enfin, on sait très bien qu'on l'envoie en fin d'année et que bon, voilà. Donc, voilà, c'est le procureur de la République qui peut donner des instructions et je pense que ça évite quand même l'administration préfectorale. Ça ne me plaît pas beaucoup qu'elle vienne s'immiscer dans une mairie. Voilà. Mais bon. Donc, je pense que c'est une solution moyenne qui, après tout... Cela dit, on reçoit les préfets avec plaisir, il faut bien le dire. Bon. Ah oui. Oui, monsieur Michel a des conceptions très fortement racinées dans l'histoire sur le préfet napoléonien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres paroles? On va souffler. Il n'y a pas d'autres propos? Pas d'autres curiosités à satisfaire? Bien. Oui, Madame Goulet. Je ne veux pas vous laisser comme ça, Monsieur le Président. Évidemment, la question que je me posais, c'est, on parle d'une vague de combien de mariages? Parce que, je veux dire, on a l'impression que les 36 600 communes de France vont du jour au matin recevoir une espèce de déferlante de mariages ou de demandes d'union. Enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas, en admettant que des résidents secondaires parisiens viennent se perdre et se marier dans le Perche ornais. Enfin, est-ce qu'on a une idée de la statistique de ce que ça pourrait représenter? Parce que une espèce de volant comme ça d'inquiétude, mais j'ai quand même pas le sentiment que notre pays va du jour au lendemain être inondé par une vague de demandes d'union pour tous. Merci, Monsieur le Président. Que dans le Sénat, qui représente les territoires de la République, on ne considère pas qu'on se perd dans aucun territoire, fût-ce le Perche. Nous avons beaucoup de respect pour le Perche. Et donc, et non seulement le Perche orné, il y a aussi un Perche dans l'Eure-et-Loire, et tous les Perches sont dignes de notre respect. Mais je ne sais pas si on peut répondre à votre question sur les prévisions statistiques. Oui. Monsieur le rapporteur. Non, on peut répondre. Madame Goulet, vous avez lu les dernières études de l'INSEE, bon, qui donnent un certain nombre, qui estiment, bon, un certain nombre de couples aujourd'hui homosexuels, etc. En admettant que tous veuillent se marier, ce qui n'est sûrement pas le cas, bon, il y aura peut-être dans la première année un nombre appréciable. Puis après, ça ira en décroissant, voilà. Comme pour le Pacs. Bon, le Pacs, soi-disant, était fait pour les couples homosexuels, ce qui est faux d'ailleurs. Dès le départ, il était fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, on voit que c'est tout le monde qui s'en est emparé. Donc, alors ensuite, dans l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée, votre premier, bon, ça permet. Bon, moi, je ne pense pas qu'un couple de même sexe qui va se marier veut avoir une confrontation avec un maire ou son conseil municipal. Je veux dire, ce serait complètement ridicule. Donc, il peut quand même un peu réfléchir à la question, voilà, et voir avant où habitent ses parents, et si ça ne serait pas plus judicieux d'aller se marier même à Saint-Tropez que dans le Perche, oui, par exemple. Ou à Grasse. Voilà, ou à Grasse. Au lieu de villégiature. Voilà. Donc, cas, oui. Mariage parfumé. Donc, bon. Voilà. Donc, je crois que... moi, je pense que, mais je le dis ici, c'est public, mais tant pis. Je pense que c'est une question qui devra être abordée, enfin que moi j'aborderai en séance de façon, comment dirais-je, minimale, pour ne pas déchaîner des passions de tous côtés, et que les amendements proposés par l'AMF me paraissent correctement répondre à la question. Voilà. Enfin,
voyez qu'il me semble qu'il y a un assez large assentiment, Monsieur le Président, sur les 3 amendements que vous avez proposés, avec quelques nuances. Hein, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Madame Kukierman. Donc je ne vous mets pas pour le troisième amendement dans la catégorie de l'assentiment. Mais pour ce qui est des autres collègues qui se sont exprimés, cela apparaît tout à fait raisonnable. Bon, voilà, s'il n'y a pas... Monsieur le Président... Je voudrais rebondir sur le dernier mot que vous avez utilisé, Monsieur le Président. Raisonnable. Effectivement, les amendements de l'AMF sont raisonnables et responsables. On sait bien que l'AMF est une association qui représente tous les maires de France. Donc il faut qu'on trouve la voie moyenne qui permet effectivement, je vous dis, c'est double impératif, respect de la loi, mais aussi respect des consciences. Je crois que ces 3 amendements y concourront efficacement. Après avoir reçu cet après-midi Monsieur le Président de l'Association des maires de France, nous avons l'honneur de recevoir maintenant Monsieur Jérôme Guedj, qui est, comme vous le savez, président du Conseil général de l'Essonne et qui a été mandaté en sa qualité de vice-président de l'Assemblée des départements de France pour représenter l'Assemblée des départements de France, qui est par ailleurs député, puisque vous voyez qu'il existe toujours cette pratique antique du cumul des mandats, et donc qui a fait le sacrifice des questions d'actualité de l'Assemblée nationale pour venir parler au Sénat. Et nous l'en remercions. Alors, Monsieur le Président, vous savez que nous sommes très attentifs, bien sûr, à ce que pensent ici les associations d'élus, puisqu'il ne vous a pas échappé que la Constitution dit que le Sénat représente les collectivités locales de la République. Je vous rassure tout de suite en vous disant que ça ne veut pas dire que l'Assemblée n'a pas une mission éminente en tous les domaines, et notamment pour ce qui concerne les collectivités locales, puisque c'est un sujet dont vous parlez d'ailleurs actuellement, sur les modes de scrutin. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue. Si vous le voulez bien, nous pourrions vous donner la parole pour un exposé liminaire sur la loi sur le mariage pour tous, et puis je pourrais donner la parole à nos 2 rapporteurs, Jean-Pierre Michel pour la commission des lois, Michel Meunier pour la commission des affaires sociales, et puis à l'ensemble de nos collègues. Donc si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, je vous donne la parole. Très bien, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord vous dire le plaisir qui est le mien d'être présent aujourd'hui dans cette maison que j'ai eu bien connue dans ma jeunesse, puisque j'y ai été l'assistant parlementaire d'un sénateur devenu illustre, on peut le dire. Je suis ici naturellement comme président du Conseil général de l'Essonne. C'est un sénateur qui a quitté le Sénat, voilà, pour devenir illustre. Bon, alors... Et aussi, voilà, je dois le dire, ce qui est pas mon cas. Madame Kukierman, voilà, c'est pas le cas de Monsieur l'assistant qui depuis Bon, je n'aurais pas dû faire cette remarque, mais bon, vous voyez, que voulez-vous, je ne résistais pas à la tentation. D'abord vous dire que je suis ici comme, en effet, vice-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée des départements de France et à la demande de Claudie Le Breton. Pour que les choses soient claires et pour l'honnêteté de nos débats, il faut savoir que l'Assemblée des départements de France, et j'avais fait la même remarque puisque j'avais été également auditionné par la commission semblable à l'Assemblée nationale, l'Assemblée des départements de France n'a pas pris de position formelle sur le projet de loi relatif au mariage et à l'adoption pour les couples du même sexe. Non que l'ADF se désintéresse de cette question, mais il n'y a pas eu dans le fonctionnement voulu consensuel de l'ADF un espace à une prise de position qui puisse l'être tout autant. Néanmoins, et c'est ce sur quoi je vais centrer mon propos, qui sera peut-être un peu décousu, mais en tous les cas qui cherchera à répondre à celle des interrogations que vous pouvez vous poser, savoir en quoi ce texte
impacte le fonctionnement des conseils généraux et en quoi il est porteur d'un certain nombre d'évolutions de droit et de fait. Comme vous le savez, c'est principalement sur le volet de l'adoption, compétence reconnue aux conseils généraux, que nous allons être questionnés. La dimension mariage, droit civil, pratique du mariage, incombant davantage, et vous avez, je l'imagine, évoqué tout à l'heure avec le président de l'association des maires de France. Sur le volet de l'adoption, d'abord voir d'où nous partons. Mais je ne veux pas vraiment insister sur des points que vous maîtrisez parfaitement les uns et les autres. Les conseils généraux sont chargés de la délivrance de l'agrément pour les requérants au titre de l'adoption, qu'il s'agisse de l'adoption pour un pupille de l'État, d'un enfant confié à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger. La délivrance de l'agrément répond à un processus, là aussi, que vous connaissez. Et la loi, telle qu'elle est envisagée, permettra à des personnes de même sexe de former une demande d'adoption dans les conditions comparables aux couples hétérosexuels qui aujourd'hui formulent des demandes d'adoption. Donc il n'y a pas de dispositif spécifique relatif à l'adoption pour les personnes de même sexe. Je crois que c'est le premier point qu'il faut souligner, qui de toute façon est une évidence s'agissant d'une loi dont le fil à plomb, le fil rouge, la matrice est celle de l'égalité, et que par conséquent on n'avait pas inventé un dispositif spécifique. Donc, partant de ce constat, du point de vue des conseils généraux, il n'y a pas de commentaires particuliers à faire. Nous continuerons à instruire les demandes d'agrément formées par ces couples selon les critères de droit commun qui sont posés par l'article 225-4 du Code de l'action sociale et des familles, avec comme là aussi fil rouge, comme principe directeur, s'assurer, c'est la mission des services du Conseil général, et c'est l'élément qui est pris en compte au moment de la délivrance de l'agrément, d'une seule chose, à savoir est-ce que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant adopté. C'est dans ce cadre-là, comme pour les demandes formulées par les personnes, par les couples hétérosexuels, l'appréciation de la délivrance de l'agrément ne pourra se faire que sur l'évaluation des conditions psychosociales, affectives, éducatives fournies par le couple. Alors, pour autant, depuis des années, les conseils généraux, et c'est la petite remarque que je veux faire à cet instant, ne sont pas totalement déconnectés de la problématique, de l'enjeu de société, de l'adoption par des personnes vivant en couple homosexuel. Puisque, comme vous le savez, depuis une réforme législative de 1966, est ouverte dans le droit français la faculté à l'adoption pour une personne seule. Cette faculté, de fait, est utilisée par des personnes homosexuelles vivant en couple. La seule particularité, et là vous me permettrez de matiner mon propos d'expérience personnelle, de celle de président de conseil général, la seule particularité, c'est que il était constaté ces dernières années que la situation de couple de la personne faisant une demande seule n'était pas forcément mise en avant dans la demande à ce moment-là. On pourra revenir dans l'échange sur les raisons pour lesquelles cette situation n'était pas mise en avant, mais de fait, les services adoption des conseils généraux ont une pratique ancienne de couples homosexuels dont ils devinent, dont ils intuitent l'existence, mais qui ne sont pas formellement présents le plus souvent dans le dossier. Deuxième élément qui fait que, mais je reviendrai sur celui-ci, qui fait que les conseils généraux ont été
interpellé sur la question de l'adoption par des personnes homosexuelles, c'est quand le droit s'est penché sur ce sujet-là, une jurisprudence célèbre, celle de la Cour européenne des droits de l'homme de janvier 2008, qui mettait en cause un conseil général, dont j'aurais la pudeur de taire le nom, mais je crois que c'était le Jura. Voilà, donc je ne le fais pas. Non, mais c'est parce que j'étais pas sûr de m'en rappeler, je voulais pas confondre le Jura et les Vosges, mais je dirais, peu importe, ça a eu le mérite de poser une jurisprudence. C'est-à-dire que là, au nom du principe de non-discrimination, principe supérieur en droit européen, et fort heureusement aussi existant en droit français, mais il est clairement établi qu'il ne peut pas y avoir de refus d'agrément, de refus de délivrance de l'agrément motivé par l'orientation sexuelle du couple. Parce que le Conseil général du Jura, je crois, en tous les cas, avait eu d'une certaine manière la franchise ou la bêtise, appelons ça comme on veut, de motiver son refus d'agrément par cette raison. On a au moins la clarté de cette jurisprudence qui dit l'orientation sexuelle ne saurait constituer un motif discriminatoire de refus d'agrément. Et depuis cette jurisprudence, mais c'était déjà le cas avant, les conseils généraux se sont questionnés sur leur pratique, en tous les cas pour s'assurer qu'il n'y a pas une fin de non-recevoir sur des personnes seules demandant l'adoption, une fin de non-recevoir dès l'instant où l'orientation sexuelle, fin de non-recevoir franche ou insidieuse. La discrimination peut être directe. Je vous refuse l'adoption parce que vous nous dites que vous êtes en situation de couple homosexuel. Elle peut être indirecte ou contournée en invoquant par des subterfuges et par des formules alambiquées le fait que l'environnement familial ne fournit pas les conditions d'épanouissement et d'intérêt de l'enfant. Juste, je m'arrête un instant sur ce point. C'est vrai que depuis cette jurisprudence, beaucoup de conseils généraux se sont emparés du sujet pour s'assurer que les pratiques de leurs agents étaient respectueuses de ce principe de non-discrimination et aussi pour s'assurer que dans l'examen d'une demande par une personne seule, eh bien, on faisait abstraction de l'orientation sexuelle. Ce qui aboutit, et là je livre mon expérience personnelle, à cette situation que moi j'ai qualifiée d'hypocrite et de bancale, qui consistait à ce que je l'évoquais à l'instant, des personnes soit dans le déni de ce qui est un élément fondateur de leur identité. L'orientation sexuelle est un élément de l'identité, et cette identité, elle est probablement importante pour apprécier les capacités psychologiques, affectives, éducatives de la personne. Et donc, dans ce grand moment de vérité qui doit être la procédure de l'adoption et de l'agrément, d'une certaine manière, directement ou indirectement, on invitait ces personnes seules à nier une partie de la réalité et presque à mentir. C'est la raison pour laquelle, de manière parfois un peu affirmée et revendicative, c'est mon cas, on a délivré, certains conseils généraux ont délivré des agréments. Moi, je l'ai fait en juillet 2011, au Conseil général de l'Essonne, dans un dossier dans lequel, très clairement, la requérante, qui demandait à adopter seule, avait d'emblée affiché et presque revendiqué sa dimension de vie en couple homosexuel. Et donc l'appréciation faite par les services du Conseil général a dit « Ok, nous apprécions la capacité de la requérante seule, mais non déconnectée de son environnement, de la personne avec laquelle elle vit. » Et la personne avec laquelle elle vivait avait elle-même un enfant issu d'une vie antérieure. Et tous ces éléments-là devaient être pris en compte dès l'instant où l'intérêt de l'enfant s'apprécie. Je cite toujours ces trois éléments sur le plan familial, éducatif et psychologique. Voilà, c'est vrai qu'on était confronté à ce côté un petit peu hypocrite. Je le dis tout de suite, en reconnaissant le mariage pour ces couples, on va enfin sortir de cette forme d'hypocrisie où on appréciera le couple dans sa globalité, puisque le couple sera celui qui aura la double capacité, qui adoptera conjointement et non pas séparément. Voilà, je veux juste terminer. Je vous ai parlé de la démarche qui avait été celle que j'avais prise, moi, comme président du Conseil général de l'Essonne, à travers la reconnaissance en tous les cas, la délivrance de cet agrément en connaissance de cause. C'est vrai, d'autres départements l'avaient fait. Nous, on l'avait fait, y compris de manière un petit peu tonitruante. Je le revendique, parce que ça avait une dimension aussi de débat public. En prolongement de ceci, moi, j'ai saisi l'Assemblée des départements de France de cette question, individuellement, en tous les cas, chacun des présidents de conseils généraux, en leur proposant une charte de l'adoption sans discrimination qui était la reprise, je dirais, des principes posés par le droit et surtout la nécessité pour les conseils généraux et pour nos services d'échanger justement sur les pratiques et les bonnes pratiques, ce qui a débouché
sur l'organisation d'un colloque national à Évry en avril 2012, et c'était le premier colloque de ce type, adoption et homoparentalité, centré sur les conseils généraux, mais invitant beaucoup des acteurs de ce débat, juristes, pédopsychiatres, cliniciens, sociologues, anthropologues. Les actes de ce colloque, Monsieur le Président, peuvent être consultés sur le site internet dont on vous donnera les coordonnées. Et je vous ai amené, j'en ai qu'un seul, mais on pourra naturellement vous en fournir d'autres, les actes de ce colloque qui donnent y compris le point de vue de plusieurs conseils généraux, et notamment des témoignages intéressants du service adoption de la ville du Conseil général de Paris sur les pratiques en l'espèce. Beaucoup de ceux qui sont intervenus dans ce premier colloque sur adoption et homoparentalité sont ceux que votre commission va auditionner, comme la commission à l'Assemblée nationale avait auditionné. Mais c'était pour nous aussi une manière de donner à voir et de poser le débat sur la place publique. Enfin, et ce sera vraiment mon dernier mot, l'avantage de ce que vous avez appelé le cumul, Monsieur le Président, qui chez moi, je tiens à le dire, est un cumul temporaire. Je ne suis que le suppléant d'un ministre auquel je souhaite pleine réussite dans son mandat. Pleine réussite et longue vie. Voilà, et longue vie dans son mandat ministériel. Mais donc ça m'a fourni quand même l'avantage de pouvoir participer et assister aux 109 heures de débat à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça peut éclairer le Sénat. Je sors un instant de ma casquette de président de Conseil général pour vous dire que dans les débats pourtant longs que nous avons connus à l'Assemblée nationale, tout ce qu'on vient d'évoquer sur la procédure d'adoption, le rôle par les conseils généraux, a somme toute été un sujet très marginalement abordé, y compris dans sa dimension pratique. Si ce n'est sur une question, mais à laquelle nous ne sommes pas capables de répondre, est-ce que l'introduction de cette loi va avoir un impact ? Est-ce que ça va avoir un accroissement des demandes d'adoption, d'agrément par pour les conseils généraux? Je crois qu'il faut raison garder pour deux raisons. La première, c'est qu'on est bien conscient que la loi par le mariage va surtout permettre de légaliser, si j'ose dire, et va se traduire par des adoptions intrafamiliales sur des situations de fait qui sont déjà présentes. Et que s'agissant de la délivrance d'agréments en vue d'une adoption, et notamment d'une adoption à l'international, les personnes homosexuelles sont elles-mêmes conscientes et lucides que malheureusement, de nombreux pays dans l'adoption à l'international opposent, là pour le coup très clairement, c'est des choses qui ont été évoquées d'ailleurs, vous y trouverez des passages très intéressants dans notre colloque, opposent une fin de non-recevoir tout de suite à des agréments délivrés par des personnes délivrées à des personnes homosexuelles. On connaît des pays, il peut s'agir de l'Ukraine, il peut s'agir de la Chine, je crois, il peut s'agir d'Haïti, pour lesquels, soit de droit, soit dans la pratique, dans une forme de jurisprudence orale, sont extrêmement réticents. Et donc, c'est pas ça non plus qui va créer un appel d'air. En tous les cas, dans l'étude d'impact, y compris dans les estimations que nous pouvons faire dans les conseils généraux, c'est pas ça qui va créer une déstabilisation de l'équilibre financier des conseils généraux, qui par ailleurs connaît bien d'autres difficultés, mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Jérôme Gouedge, pour tout votre apport sur ce sujet important et auquel, je pense, le Sénat va s'intéresser. Ce n'est pas du tout une question marginale par rapport au texte. C'est un sujet important. Donc je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois. Oui, merci. Moi, je n'ai pas de questions à poser à Jérôme Guedj, parce que je partage totalement ce qu'il dit. Par contre, je vais laisser la parole tout de suite à Michel Meunier, rapporteur pour avis, qui est, je dirais, plus à même que moi peut-être d'interroger sur le problème d'adoption. Alors, Madame Meunier. Voilà. C'est vrai qu'on se complète bien finalement. Parce que oui, j'ai remarqué que c'était un très bon couple. Alors allez-y, Madame Meunier. Monsieur le Président. Donc moi j'ai eu l'honneur pendant presque 8 ans d'être vice-présidente au département de Loire-Atlantique sur la protection de l'enfance, présidente du conseil de famille de Loire-Atlantique, et donc je signais, comme vous et comme plusieurs collègues peut-être ici, les agréments aux candidats à l'adoption. Vous avez dit l'essentiel. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'hypocrisie. Disons que lorsque l'on agréait un candidat célibataire, homme ou femme,
Bon, peu importe la façon dont c'était fait, on se doutait parfois qu'il y avait sûrement de la souffrance, ou en tout cas une partie, enfin vous l'avez très bien dit, hein, de la personne en elle-même, intrinsèque, qui était masquée, dissimulée. Voilà. Mais ceci dit, l'agrément ne donne pas l'enfant, vous l'avez dit aussi, et que l'adoption à l'international de plus en plus se transforme et peut-être aussi va sûrement pâtir d'une certaine manière, d'une certaine suspicion, on le voit du côté de la Russie déjà, sur les demandes de célibataires ou de couples de même sexe. Moi, je pense, un peu comme vous l'avez dit, que la question de l'adoption sera sûrement plutôt du point de vue de l'adoption de l'enfant, du conjoint avec lequel on se mariera. L'adoption conjointe se réalisera certainement de manière sûrement plus affirmée et plus ouverte, mais encore une fois, si rien ne se passe, elle ne sera hélas pas forcément possible dans la réalité. Un intérêt quand même dans ce débat sur le mariage, ou même si ce sujet de l'adoption ne sera pas mis en avant et un premier élément, enfin une première importance, on voit bien l'importance d'avoir un débat sain, complet sur les questions d'adoption, parce qu'on entend, je peux vous le dire, énormément de contre-vérités, de choses fausses, oui, sur l'adoption plénière, l'accès aux origines, on pense que c'est impossible. Or, pour avoir présidé les conseils de famille, on voit bien que lorsque une femme accouche en France sous secret, elle a la possibilité de donner son identité sous pli fermé, et que l'enfant, après 18 ans, aura la faculté et le droit d'ouvrir cette enveloppe, et enfant, il pourra le faire avant ses 18 ans en étant accompagné de ses parents. Voilà, mais tout ça, je pense qu'on en parlera ailleurs, plus tard, dans un autre cadre de projet de loi. Merci, Madame Meunier. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite, Monsieur Guedj, aux deux rapporteurs? Peut-être, vous préférez peut-être qu'on demande les autres questions ou interventions. Qui veut intervenir? Oui, alors j'ai Madame Benbassa, après Monsieur Le Serre. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, Madame, pour le moment, Madame Benbassa. Merci, Monsieur Guedj, pour votre exposé très complet. Et vous avez également fait allusion au fait que dans les pays où ces couples iront chercher l'enfant, on peut pas les obliger à leur donner la possibilité d'adopter. Ça ne relève plus de notre compétence. Mais alors, à ce moment-là, l'agrément, ça ne signifie rien. On sait qu'il y a très peu d'enfants français qui peuvent être donnés en âge d'adoption. Il y a des enfants d'un âge plus élevé, je ne sais pas si les couples les veulent, mais est-ce qu'il n'est pas possible de passer des accords dans ce sens? Est-ce qu'il y a des possibilités de droit international et dans les accords, ou mettre des codicies, enfin de faire quelque chose afin que ces adoptions puissent être en partie satisfaites. Voilà ma question. Merci. Alors, Monsieur Le Serre. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je souhaite qu'on soit très attentif au fait que l'adoption par des couples de même sexe n'entraîne pas des conséquences dommageables sur l'adoption par des personnes célibataires. Car il y a effectivement toute une série de personnes célibataires qui souhaitent adopter, qui quelquefois d'ailleurs vivaient auparavant en couple, qui ont eu un projet effectivement familial qui n'a pas abouti, qui ont recouru dans le cadre de la loi à la procréation médicale assistée sans que ça réussisse également. Le couple s'est effiloché en quelque sorte, et l'un des deux souhaite effectivement poursuivre le projet d'adoption, ce que je trouve très bien. Donc ma crainte, c'est un peu, si vous voulez, le risque de conséquences dommageables de l'adoption par les couples homosexuels sur les personnes célibataires, et c'est aussi le fait que d'après les chiffres que j'ai vus, mais j'ai été incapable de les vérifier, le nombre d'adoptions par les femmes célibataires n'est déjà pas très important, mais alors le nombre d'adoptions par les hommes célibataires est totalement dérisoire. Ce qui m'interpelle également sur les raisons pour lesquelles on a effectivement des chiffres de ce type.
a-t-il d'autres remarques? Madame Goulet. Je vais peut-être vous poser une question qui a l'air stupide, mais lorsque vous avez des présomptions lourdes et concordantes de ce que l'adoption est demandée par un couple homosexuel, est-ce que vous le notez dans le dossier? Est-ce que vous avez une indication dans le dossier, ou est-ce que ça reste votre intuition? Parce que c'est relativement important pour le suivi. Quand la loi sera votée, ce sera autre chose, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, est-ce que vous mettez une mention dans le dossier? Moi, je suis toujours un peu inquiète des mentions, des fichiers, des suivis. Donc, simplement, puisque vous avez indiqué que vous aviez agréé à ce type d'adoption de façon ouverte et explicite, est-ce que vous en faites mention dans le dossier? Encore d'autres questions? Donc, il n'y en a pas. Donc, je vous rends la parole, Monsieur Guedj, pour répondre aux deux rapporteurs et aux trois intervenants. Alors, là aussi, de manière un petit peu décousue. Ce qui est certain, c'est que, puisqu'on parle d'adoption à l'occasion de cette loi sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, et là je vous rejoins totalement, ça nous invite à questionner l'adoption dans ce pays. Je crois que ce serait une erreur, et c'est d'ailleurs une des vertus de ce texte sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, c'est qu'il a une vertu un peu messianique d'une certaine manière. C'est qu'en parlant des couples homosexuels, eh bien, et en s'interrogeant sur les questions d'égalité, on va questionner bien des sujets. On pourrait parler de la PMA, qui n'est pas le sujet du jour, mais on a parlé de la PMA, et de fait, on questionne sur l'ensemble de la PMA, d'ailleurs pour l'ensemble des couples. De la même manière qu'on a des discussions qui ont été vives dans le débat parlementaire sur les éléments relatifs au statut des tiers, le coparent, le beau-parent, etc. Bon. S'agissant de l'adoption, c'est incontestablement un sujet qui doit être mis sur la table. Le dispositif, je le dis, actuel n'est pas satisfaisant à plus d'un titre. Et moi, je fais partie de ceux qui se réjouissent de l'annonce d'une loi à venir sur la famille, dans laquelle, moi, je souhaite, je ne sais pas si ce sera le cas, qu'on puisse avoir une réflexion sur l'adoption. Qu'il s'agisse de l'adoption à l'international, en étant quand même conscient des chiffres très préoccupants constatés ces dernières années. Les chiffres ont été publiés la semaine dernière. On est quasiment sur une division par deux des chiffres d'il y a 4 ans. On est à 1500 ou 1700 enfants effectivement adoptés. On a connu jusqu'à 4000 enfants adoptés à l'international. Aujourd'hui, c'est extrêmement préoccupant. Donc, est-ce que la procédure, est-ce que les mécanismes, est-ce que les conventions, est-ce que les partenariats, c'est pour répondre un petit peu à Mme Benbassa, peuvent se nouer avec les États? Deuxième élément lié sur la pratique de l'adoption, qui répond à une des questions qui a été évoquée, qui est: est-ce que en ouvrant l'adoption à une nouvelle catégorie de population, on ne va pas épuiser le vivier dans une sorte de compétition, de concurrence? Ça, pour le coup, alors, je l'ai entendu dans le débat parlementaire, parfois, je suis au Sénat, donc je vais raison garder, mais parfois avec quelques excès. Il faut toujours raison garder, oui, même à l'Assemblée nationale. Alors allez-y. Et avec parfois quelques excès, ou en tous les cas quelques arguments, donc je le dis, ils m'ont parfois laissé pantois sur le thème: on va ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, donc ça va assécher le vivier de l'adoption pour les autres couples, que ce soit à l'international ou pour les pupilles, de l'État. Y compris alors avec des arguments alors là, encore plus un peu hallucinants, qui consistaient à dire: dans ce cas-là, il faut pouvoir donner à des parents qui craindraient de mourir, qui pourraient craindre de mourir, d'interdire que leur enfant ne soit adopté ultérieurement par des couples homosexuels. Enfin, je ne sais pas s'il y a de tels amendements qui sont envisagés au Sénat, mais ça va donner lieu à des discussions un petit peu surréalistes. En tous les cas, c'était le cas pour nous à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une concurrence. En revanche, que pour les raisons qui ont été évoquées, l'essentiel de l'adoption va se faire de l'adoption de l'enfant du conjoint. Ça va être une adoption intrafamiliale de régularisation, si j'ose dire. Et qu'après, s'agissant du flux, il sera limité. Pour autant, et c'est là que la réflexion sur l'adoption globale doit être posée, je pense qu'on a un problème dans notre pays s'agissant de l'adoption plénière ou simple des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, au président du Conseil général. On a aujourd'hui un peu moins de 2500 enfants
qui ont le statut de pupille de l'État et de fait, très peu, en tous les cas pas suffisamment, ne sont proposés à l'adoption aujourd'hui pour des couples homosexuels, soit parce que les fameux besoins spécifiques liés à leur âge, à leur fratrie, à leur situation de handicap fait qu'ils ne sont pas, j'aime pas ces termes, intéressants, en tous les cas il n'y a pas une vraie demande, mais il y a aussi, je le dis, mais je fais un pas de côté par rapport au terme de l'audition, mais aussi parce qu'il y a une tradition française très forte du maintien du lien biologique avec les parents. Rendre adoptable un enfant pupille de l'État, c'est au terme d'un processus qui fait que ça prend du temps, ça prend des années, que le concept, par exemple, de délaissement parental est très peu reconnu en France par rapport à une conception anglo-saxonne qui permet quand même... Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'avoir cette réflexion pour se dire qu'il y a des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui peuvent être peut-être plus facilement adoptables pour les couples à venir. Alors sur les deux questions, sur la question précise je cherche le terme, de savoir si on reconnaît, enfin si on indique l'orientation sexuelle. Vous savez, l'adoption, c'est un processus itératif. C'est pas une instruction administrative classique. Il y a une sorte de colloque singulier de confiance qui s'établit entre l'autorité administrative, les services du Conseil général, mais qui sont travailleurs sociaux, médecins, psychologues, en fonction de l'équipe qui peut être pluridisciplinaire. Et donc il y a une sorte de va-et-vient, une discussion. Quand, dans le cas le plus simple, qui est celui que j'ai mentionné, juillet 2011, au Conseil général de l'Essonne, figure donc dans la délivrance de l'agrément, qui est un acte motivé, la situation de couple. Et d'ailleurs, moi j'ai rencontré les deux intéressés après la délivrance de cet agrément, parce que je souhaitais quand même incarner les choses. Elles sont bien conscientes d'une chose, elles ont franchi quelque chose qui pour elles, en termes d'identité et de symbole, était importante. Il y a une demande par une personne seule, puisque la loi n'était encore que virtuelle à l'époque, nous n'étions qu'en mai 2011, ou en juillet 2011, mais c'était important pour elle que celle qui adoptait, des deux dans le couple, celle qui était détentrice de la demande, qui était la requérante, affirme dans sa demande, dans son instruction, qu'elle était en couple avec quelqu'un, qu'une histoire d'amour existait, qu'une famille existait déjà, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, la conjointe était elle-même maman d'un grand enfant. Donc là, de fait, et ça figure dans la motivation de l'agrément. Et en même temps, consciente de ça, elles disent notre parcours du combattant ne fait que continuer, parce qu'à l'international, elles veulent adopter à l'étranger, elles savent que le fait d'avoir été dans cette sincérité de leur histoire personnelle allait constituer un obstacle plus grand que si elles avaient fait, comme la plupart, vous l'avez évoqué tout à l'heure, étaient dans le déni. Voilà, c'est une personne seule. Donc le plus souvent, dans les personnes seules, il n'y a pas cette mention, sauf à la demande expresse. Encore une fois, on ne peut pas imposer ça, parce qu'il y aurait presque quelque chose d'assez terrible qui serait, pour une personne seule, on doit presque faire abstraction, c'est aussi incroyable, de l'orientation sexuelle de la personne. Mentionner dans la motivation l'orientation sexuelle et aboutir à un refus, ça peut donc aboutir à une suspicion que c'est ça qui a motivé le refus, et en sens inverse, il ne faudrait pas qu'il y ait une discrimination positive qui aboutisse à cela. Donc vraiment pour dire que le système actuel était bancal, alors les chiffres ont été demandés, c'est moins de 10% des demandes d'agrément qui sont le fruit de personnes seules, et parmi elles, c'est inférieur à 1%, enfin c'est même moins, s'agissant, donc dans la plupart des cas, ce sont des femmes, enfin dans la 99,5%, ce sont des femmes. Les chiffres sont approximatifs, il n'y a pas de consolidation nationale à ma connaissance, mais bon, l'expérience croisée, ce que j'ai entendu donc, dans les différents moments. Alors après, ce sont très peu d'hommes. Après, ça renvoie pourquoi très peu d'hommes? Je veux le dire très, très franchement, parce qu'on est encore dans un modèle qui considère que dans la procédure d'agrément, l'évaluation des capacités familiales, éducatives et psychologiques suppose encore la présence d'au moins une femme dans le couple. Voilà. Enfin, donc, cet élément-là, qui est un élément de pratique, qui est un élément de pratique professionnelle, il est susceptible aussi d'évoluer au gré de l'évolution de la législation. Voilà. Sur la question de Madame la sénatrice Benbassa sur les accords internationaux, enfin, je ne suis pas le plus expert en la matière. À l'inverse, il y a des pays qui ne manifestent pas
d'obstacles à l'international. Je crois qu'on peut citer l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud considère que ça ne pose pas de problème si la personne arrive avec un agrément dans lequel il est fait mention de la nature homosexuelle du couple dans lequel l'enfant serait orienté. Bien, merci. Alors, merci pour ces réponses. J'ai de nouvelles séries d'inscriptions. Donc, Madame Kuckerman, qui veut s'inscrire encore? Personne? Madame Kuckerman. Très vite. On a le temps, Madame Kuckerman. Bon, bah alors pas vite. Deux questions, deux remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Bon, moi, je crois effectivement que sur la question de l'adoption, va s'ouvrir après l'adoption de ce texte de véritables débats, et il va falloir que nous nous interrogions effectivement collectivement sur ce que doit être et ce qu'est l'adoption. Je crois que ce que vous disiez sur la réalité à l'international et le dilemme finalement qui est posé à un certain nombre de couples, c'est-à-dire de dire la vérité de ce qu'ils sont, quitte à se voir fermer les portes de l'adoption internationale. On l'a vu notamment sur le cas de l'Espagne, où à partir du moment où l'Espagne a légiféré le mariage pour les personnes de même sexe, pour l'ensemble des couples espagnols, l'adoption internationale, c'est dans un certain nombre de pays complexifié, on va dire. Donc ça, je crois que c'est une réalité. Il faudra effectivement qu'on puisse avoir cette réflexion. Moi, j'avais une question à poser, peut-être plus directement au président de conseil général que vous êtes, et puis qui avait suivi ces questions-là, sur la question de l'agrément. Je crois, je ne mets nullement en doute la qualité et la capacité de travail des différents fonctionnaires qui sont amenés à donner l'agrément. Vous avez évoqué la difficulté quand même quand il n'y a pas de personnages féminins, on va dire, donc de futures mères à avoir l'agrément. Comment est-ce que les conseils généraux travaillent, je ne sais pas, sensibilisent, évitent le fait qu'à un moment donné, finalement, vous ne voyez que les demandes une fois les enquêtes réalisées, ou des recours d'individus, si vraiment il y a, mais on le sait bien, et quelle que soit la nature d'ailleurs du couple, souvent quand il y a des refus, voilà, l'effondrement est tel pour le couple qu'on n'est pas dans la démarche forcément d'aller vers un recours. Je ne sais pas si c'est peut-être pas très clair, mais vraiment, au sein du Conseil général, comment est-ce que vous faites pour que cet acte, qui est un acte humain, de faire l'enquête et de donner l'agrément, eh bien, soit le plus objectif possible? Et donc, est-ce que ça passe par des sensibilisations? Est-ce que l'adoption de la loi va vous amener au sein des différents conseils généraux, et donc l'association des départements de France y a certainement réfléchi à mettre en place un certain nombre d'actions pour travailler et éviter en tout cas que ce que la loi permette d'un côté, le filtre du principe de réalité humaine sur le territoire ne rattrape. Voilà. Merci Madame Kuckerman. Madame Claes. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question qui va dans le prolongement de celle de ma collègue, mais qui est sur l'autre côté de la pente. À l'inverse, on sait bien, il y a des familles qui ne donnent signe à leur enfant, fils ou fille, que via une carte postale par an, etc., puisque c'est le minimum légal pour que l'enfant ne soit pas adoptable. Comment peut-on, humainement, là encore, considérer qu'il s'agit là d'un signe suffisant pour que l'enfant ne soit pas adoptable? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à revoir? Alors, Monsieur Gournac. Merci. Vous pouvez m'excuser, je m'inscris bien tardivement. C'est pas grave. Je voudrais confirmer ce que je viens d'entendre. Moi, j'ai été vice-président du Conseil général chargé des affaires sociales de mon département, et je dois dire que devant les instructions des psychologues, des personnes qui reçoivent le couple, il y a 50% de personnes qui repartent cassées. Je dis bien cassées. C'est pas non. C'est même pas parce qu'ils ont entendu non, mais c'est de la façon dont on instruit, et je prends le mien, je prends pas le Essonne, je prends les Yvelines, c'est de la façon dont on instruit et les questions qui sont posées. Mais pourquoi vous voulez avoir un enfant, vous et vous? Bon, il y a aussi certainement, je crois, à faire évoluer cette chose-là pour que
pour que les gens ne soient pas blessés avant même le fait qu'on leur dise non. Moi, j'ai rencontré, qui travaille pour ma ville d'ailleurs, un couple, ça marche. Mais ils ont été complètement démoralisés. Il a fallu les tenir à la sortie des différents contacts qu'ils ont eus avec le Conseil général. Il a fallu que je les reçoive. J'ai dû les recevoir 3 ou 4 fois parce qu'ils étaient morts, cassés. Bien. Alors voilà, beaucoup d'expressions. Je redonne la parole à M. Guedj pour répondre aux différents collègues qui sont intervenus. L'échange est passionnant comme à chaque fois, et vous voyez bien, ça confirme ce qu'on évoquait, à savoir qu'on glisse sur le sujet de l'adoption qui lui intéresse. Il y a 25 000 personnes en France ou un peu plus qui sont détentrices d'un agrément d'adoption. Il y en a entre 5 500 et 6 500 par an, donc le flux augmente de 6 000. Et donc il y a des vraies questions sur l'adoption. Alors vous avez posé une question sur la manière, je vais commencer par celle-là plutôt, de traiter la manière dont les équipes agissent. C'est tout l'enjeu de la formation et des bonnes pratiques. Voilà. C'est vrai qu'il y a des traditions professionnelles qui existent à certains endroits. Alors, le hasard, j'allais presque prendre cet exemple-là, celui des Yvelines, qui est un peu connu dans le monde de l'adoption. Et je suis un peu... Voilà. Alors, moi, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était une directive politique ou une pratique professionnelle, mais il est notoire, enfin, je fais offense à personne en disant, par exemple, c'est un département dans lequel il y a, je crois savoir, mais je ne veux pas donner crédit à des on-dit, mais par exemple une exigence plus grande que les couples soient mariés, plutôt que, parce que la faculté est offerte par la loi. Donc il y a des pratiques qui sont divergentes d'un endroit à l'autre. L'enjeu, c'est peut-être d'éviter de trop grandes disparités. Mais c'est vrai que vous avez utilisé ce terme, les personnes sont cassées. On touche à l'intime. C'est-à-dire qu'on questionne des individus, un couple qui est porteur d'un désir, d'un projet familial, d'un projet d'accompagnement d'un enfant, et on l'interroge dans une sorte de ce qui est parfois vécu et ce qui est injuste, de savoir est-ce que vous avez une capacité des parents. Enfin, c'est une question qui est forcément vécue de manière très sensible. Voilà, il y a un enjeu de bonne pratique, il y a un enjeu d'échange, il y a un enjeu de pratique professionnelle. Moi, je souhaite qu'elle puisse être un peu boostée à l'occasion de cette réflexion. S'agissant de l'orientation sexuelle, nous, on a commencé à le faire. C'est un petit peu l'esprit de. On avait une quarantaine de départements qui étaient présents quand on a organisé ce colloque. On a construit derrière un réseau dans les différents services adoption pour pouvoir échanger. Sur la question du délaissement parental, ou en tous les cas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on ait un saut législatif, ou en tous les cas de pratique, qui consiste à peut-être, là c'est mon sentiment personnel, à être moins cramponné à une vision très biologique. Dès qu'il y a le maintien d'un lien biologique avec les parents, alors on se dit que c'est pas possible. Bon, d'abord, on oublie que l'adoption simple est possible. Voilà, l'adoption simple qui autorise à ce qu'un enfant ait plusieurs parents reconnus, donc jusqu'à 4. Cette faculté existe. Et même sur l'adoption plénière, je pense qu'il faut qu'on fasse bouger là aussi l'état du droit, en considérant qu'on peut peut-être constater le délaissement parental plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. Y a-t-il d'autres remarques, Madame Meunier ? Pour rajouter peut-être à ce qui vient d'être dit et en réponse au questionnement de Madame Kickerman, moi je pense que plus le politique s'en mêlera et mieux ce sera. C'est-à-dire que je fais bien sûr confiance aux équipes, unités d'adoption dans chaque département, mais il ne faut pas penser ça comme quelque chose de technique ou de très spécialisé, mais que le politique, alors avec un grand P, il ne s'agit évidemment pas de faire des interventions personnelles, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça rassure aussi, et puis ça donne surtout du sens
Ouais, je veux mentionner ce mot pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans mes propos. On a des équipes, les services adoption dans les conseils généraux sont des services importants parce qu'ils sont vraiment dans un sujet. Enfin, d'ailleurs, l'aide sociale à l'enfance, c'est probablement un des services les plus exigeants comme service public, comme mission, parce qu'on est à chaque fois vraiment sur la crête, dans l'intime et en même temps avec. Et c'est vrai que je confirme. Donc, ces agents, ces professionnels ont besoin d'un cadre politique, en tous les cas d'orientation. De plus en plus, ce n'est pas une obligation, je le dis, mais de plus en plus de conseils généraux, à l'occasion de l'adoption de leur schéma départemental de l'enfance, qui jusque-là étaient très focalisés justement sur les pratiques de l'ASE, le placement, etc., ont un volet de plus en plus adoption. Un questionnement sur quelle est notre politique, nos orientations en matière d'adoption. Moi, par exemple, ce que je vous ai évoqué sur la non-discrimination à raison de l'orientation sexuelle, c'est une disposition que nous avions intégrée dans un schéma de l'enfance au Conseil général de l'Essonne dès 2009. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup de conseils généraux qui se posaient la question de savoir quelle est notre politique en matière d'adoption. Et ça se construit naturellement avec les services qui ont besoin. On a souvent des équipes qui sont des équipes stables, anciennes, donc où se construit, je dirais, une pratique à l'échelle d'un département, et je vais même vous dire, c'est marginal, c'est anecdotique, mais on connaît certaines familles qui sont dans une stratégie, je dirais, de localisation d'un département à l'autre en fonction de ce qu'ils savent être. Vous savez, maintenant, les forums sur Internet, on se raconte les choses, de ce qu'ils savent être les pratiques des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont réputés plus durs, plus exigeants que d'autres. Voilà. Donc je crois que, comme dans toutes les politiques publiques, on a ce besoin de règles qui soient claires, de transparence, et en même temps, quand même, à la fin, de la décision du professionnel qui est souveraine, mais dès l'instant où elle est dans un cadre qui a été défini par ceux qui sont dépositaires du suffrage universel. Bien. Je crois que s'il n'y a plus d'autres interventions, Monsieur Michel, il n'y a plus d'autres interventions. Il me reste à vous remercier au nom de tous nos collègues, Monsieur Guedj, d'avoir bien voulu nous donner la position de l'Assemblée des départements de France. Voilà pour les travaux de la Commission des lois. Si vous souhaitez revoir ces auditions, elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne fin de journée à tous.